et bienvenue dans 1, 2, 3 Maurienne. Dans cette émission, nous vous emmènerons à Notre-Dame-du-Cruet, à la rencontre de Roger et ses ânes de Provence. Nous nous dirigerons ensuite sur les hauteurs du Mont Charvin et du Grand Coin pour un comptage de vautours. Puis nous terminerons à Saint-Pierre-de-Belleville, à la découverte de l'association AMAP. Mais Manon, qu'est-ce que c'est la MAP ? La MAP, c'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. 1, 2, 3, action! À Notre-Dame-du-Cruet, juste à côté de la commune de la Chambre, nous sommes allés à la rencontre de Roger Coindet, un passionné d'oiseaux depuis de nombreuses années. Oui, effectivement, je suis amateur d'oiseaux depuis mon plus jeune âge. J'avais une dizaine d'années quand j'ai commencé à voir mes premiers pigeons ou garder un chardonneret en cage. Il y avait une vieille dame qui habitait près de chez nous qui avait des canaris et j'étais toujours en adoration devant ces canaris. Et un jour, mes parents m'ont acheté un couple de pigeons et depuis cet âge-là, je suis amateur d'oiseaux. D'accord. Alors ici, nous sommes donc à Notre-Dame-du-Cruet et là, il y a une grande volière et là, il y a plein de petits canaris jaunes. Il y a des canaris, des colombes diamants, il y a des canaris, des colombes diamants, des cailles de Chine, des mandarins. Disons que ce sont des oiseaux qui sont relativement courants à l'heure actuelle. D'accord. Alors avant, et en plus, vous avez aussi d'autres oiseaux un peu plus gros, ce sont des perroquets qu'on va filmer tout à l'heure. Effectivement, j'ai des perroquets que j'élève depuis de nombreuses années. Maintenant, ça fait plus de 15 ans que j'élève des perroquets. Alors, il y a une particularité, il faut être agréé, il faut être reconnu pour pouvoir élever des oiseaux. Alors, effectivement, pour garder des oiseaux en cage, si ce sont des canaris ou des oiseaux courants, comme je disais tout à l'heure, c'est pas nécessaire d'avoir un agrément. Mais à partir du moment où on élève des perroquets, et principalement des oiseaux dont la race est en voie de disparition, on doit obligatoirement avoir un certificat de capacité. Certificat de capacité, ce qui veut dire que je suis reconnu par l'ADSV, par l'ONF, par l'Office national de la chasse et nos autorités, aptes à élever des perroquets. Alors Roger, tous ces oiseaux, eh bien, je suppose qu'ils doivent se reproduire et puis à un moment donné, vous en avez peut-être beaucoup. Qu'est-ce que vous en faites ? Le but, c'est de les faire reproduire. Garder des oiseaux en cage, c'est relativement simple, mais les faire reproduire, ça devient plus compliqué. Surtout à partir du moment où on parle de perroquets. Les perroquets, ce sont des oiseaux qui ne sont pas domestiqués, que nous avons en cage depuis relativement peu de temps, je dirais une 50aine d'années. Ça devient plus difficile de les faire reproduire. Là, il faut des conditions particulières, c'est-à-dire en alimentation, et il faut les chauffer l'hiver. Donc ces volières-là sont chauffées l'hiver. Vous avez une partie extérieure que l'on voit et une partie intérieure chauffée. D'accord. Et les canaris, qu'est-ce que vous en faites ? Les canaris, c'est beaucoup plus simple. Les canaris, ce sont des oiseaux que nous avons en cage depuis plusieurs centaines d'années. Pas les miens, bien sûr, mais ces oiseaux sont l'humain s'est intéressé aux canaris depuis de très nombreuses années. Alors là, c'est beaucoup plus facile. Il suffit de mettre un mâle et une femelle en cage et, disons, habituellement, surtout en volière, ils se reproduisent bien. Et habituellement, disons, ça marche assez bien. Oui, effectivement, le canari peut faire plusieurs portées, plusieurs couvées de 3 à 4 petits dans l'année, ce qui veut dire qu'une dizaine de petits sont possibles dans l'année. Alors après, ça m'est difficile de tous les garder, bien sûr, parce que j'aimerais bien, mais seulement ça arrive à faire beaucoup. Et alors il m'arrive d'en vendre à quelques magasins pour me payer un peu mes graines, pour ainsi dire. Et puis, quand un enfant veut un canari, eh bien, je le donne à sa mère. Je le donne à l'enfant, mais c'est la mère qui va s'en occuper. Alors Roger, après les oiseaux, les quadrupèdes. Oui, après les oiseaux, effectivement, je me suis intéressé il y a de ça une vingtaine d'années aux ânes, et principalement aux ânes de Provence. D'accord. Alors Roger, on va aller les voir ? Eh bien, si vous voulez.
Alors Roger, là on est à Montaillé. Alors ici, oui, nous sommes sur la commune de Saint-Martin-sur-la-Chambre, le lieu-dit le Montaillé. D'accord. Et là, tes compagnons? Alors voilà mes compagnons, mes collègues, mes amis, ça, ils font partie de la famille. On se connaît pour la plupart depuis une vingtaine d'années. Ce sont des femelles reproductrices. J'ai 15 femelles reproductrices et 4 étalons, plus les jeunes, ce qui fait qu'au total, j'ai une trentaine d'animaux. Qu'est-ce qui vous a donné passion d'avoir des ânes? Alors, ce qui m'a donné la passion, c'est d'abord, c'est un animal qui est très gentil, qui est très sociable, qui va très bien avec les enfants. On peut le confier à un enfant sans problème. C'est un animal qui est doux, qui est robuste, qui se satisfait relativement de peu de choses. Il va débroussailler. C'est un excellent débroussailleur, il ne faut pas l'oublier, et de loin. Tout simplement. D'accord. Alors là, on est dans un secteur où il y en a 22. Alors effectivement, ici, j'ai les femelles reproductrices et leurs jeunes. Donc au total, 22 animaux. Alors, est-ce que vous pouvez nous... Alors, ils ont tous un nom, hein? Alors, ce sont des animaux qui sont de pure race. Ce sont des ânes de Provence, d'abord, qui sont de pure race, reconnus par les haras nationaux étant de pure race. Alors, celui-ci, là, par exemple, comment il s'appelle? Alors, celui qui a la cloche. Celle-ci, c'est Lova. Donc, il y a toujours, il faut vous dire, je connais le nom, celle-ci, c'est Idole. Je l'ai chez moi depuis 17 ans. Hein. Il y a toujours dans le troupeau une femelle qui commande. Il y a une femelle qui est la chef et elle va se faire obéir partout. Elle va d'abord emmener le troupeau, vous voyez, comme là, elle chasse les autres parce que c'est elle qui doit commander. Alors, mais par contre, dans le courant de l'année, ce n'est pas obligatoirement elle qui sera en permanence la chef. Elle pourra passer le relais à une autre, ou une autre prendra sa place plutôt. D'accord, il y a une hiérarchie alors à respecter. Il y a une hiérarchie à respecter, tout à fait. D'ailleurs, vous voyez, elle veut le pain et c'est elle qui va l'avoir parce que sinon elle se fâche, elle va se bagarrer avec les autres. D'accord. Là, les animaux, les ânes vont partir bientôt au mois de décembre. Les animaux partiront d'ici dès les plus grandes gelées, c'est-à-dire à partir de début décembre, 15 décembre au maximum. En tout cas, les premières neiges, il va falloir qu'ils soient descendus dans la vallée pour passer dans leur quartier d'hiver. D'accord. Merci Roger et puis à bientôt. Au revoir. Merci. Au matin du 17 août 2012, Maurienne TV a accompagné Vincent Barboni de l'association LFO 73, la protection des oiseaux et des écosystèmes. Il avait pour mission de prendre son poste au sommet du Mont Charvin, qui culmine à plus de 2200 mètres d'altitude. Son objectif, le comptage de rapaces et plus précisément des vautours. En fait, hier soir et ce matin, c'est le comptage des vautours en Savoie. Donc on est plein de personnes réparties un peu sur les massifs pour essayer de compter les vautours. Donc pour ne pas les compter 2 fois dans la journée et pas compter les mêmes, on essaie de les voir au décollage ou à l'atterrissage le soir, c'est-à-dire là où ils vont dormir, ou les voir quand ils décollent le matin. Ils décollent une fois que le soleil a chauffé un peu la montagne et qu'il y a des thermiques qui se mettent en route et ces vautours prennent les thermiques. Donc on va essayer de compter les vautours à ce moment-là. Et puis on compte que ceux qu'on voit décoller.
Et après, ça fera une référence sur toute la Savoie, quoi. Ils sont complètement inoffensifs, ils sont incapables d'attaquer, ils n'ont pas de serre comme un aigle. Donc ils ont juste un bec pour découper le cuir de l'animal, de la vache ou du mouton. Et après, ils vont manger que les viscères. Donc ils s'attaquent qu'à des animaux morts ou des animaux qui sont vraiment agonisants, qui n'ont vraiment plus la force de se débattre, parce que le moindre coup de patte, en fait, ils s'éloignent, ils ont peur, ils sont assez craintifs. Et donc c'est vraiment des animaux, il faut le répéter parce qu'il y a vraiment beaucoup d'histoires qui tournent à ce sujet. Ce sont des animaux qui sont complètement inoffensifs. Alors ce qui est impressionnant, c'est vrai que quand ils plongent la tête dans la bête qui est morte, ils tirent des fois un peu sur des tendons, ça fait un peu bouger les pattes. Et du coup, on pourrait croire que la bête est encore vivante. En fait, c'est complètement faux, c'est juste qu'ils tirent sur des tendons et ça fait bouger les pattes, quoi. Alors le vautour, c'est quand même c'est le plus grand, quoi. Pour des éléments de comparaison, l'aigle, c'est autour de 2 mètres, l'aigle, et le vautour, c'est 3 mètres. Donc dès qu'on le voit, on peut pas se tromper. Après, il y a 2 sortes de vautours ici. On a vautour fauve et vautour moine, plus des gypaètes, mais ils sont quand même un peu plus rares, gypaètes barbus. Et les vautours fauves sont en groupe, donc ça fait vraiment des gros groupes. Souvent, on voit 10, 15 vautours, donc c'est impressionnant. Et ils tournoient tout le temps, et ils mettent jamais un coup d'aile. Un animal qui vient les déranger, il faut qu'il puisse s'envoler sans mettre un coup d'aile. Donc ils ont juste à se jeter, ça marche comme un parapente ou un deltaplane. Et donc ils se mettent souvent en bord de falaise. Et puis la journée, ils prennent des thermiques et ils s'élèvent. Et après, toute la journée, ils vont prospecter. Ils peuvent faire 400 km dans la journée, donc ils sont capables de très bien aller de Valloire jusqu'à Beldonne facilement. Donc on les verra, si on ne les voit pas au décollage, on les verra peut-être dans la journée parce qu'ils font des allers-retours sans arrêt jusqu'à trouver une bête. En Maurienne, pas vraiment, plutôt sur la Savoie. Enfin, peut-être on a une idée, mais en tout cas, je n'ai pas les chiffres en tête. En tout cas, sur la Savoie l'année dernière, c'est à peu près 150 vautours. Donc on a repéré 3 vautours moines. Et le reste en vautour fauve, quoi. Le vautour fauve, c'est celui qui a le col bien blanc, bien grand. Le vautour moine est un peu plus sombre, légèrement plus grand, pardon. Il a un bec un peu plus crochu, il découpe le cuir. Alors que le vautour fauve va vraiment plonger le cou dedans. C'est ce qui est impressionnant aussi, comme il a le cou bien blanc, quand il ressort, il est tout rouge. Et après, l'idéal, ce serait qu'il ait 4 vautours, c'est-à-dire ces 2 vautours-là, plus le percnoptère, qui est un autre vautour qui lui mange les os. Et puis le gypaète barbu qui... Là, il y en a quelques-uns, mais seulement il met 10 ans avant d'arriver à maturité. Du coup, il est très, très surveillé, très protégé. Et lui, il prend les os, il s'élève et il jette les os pour les casser et manger la moelle à l'intérieur. Quand il y a les 4 vautours, il ne reste absolument plus rien d'une bête. Et donc, le nettoyage est parfait. C'est vraiment des bons nettoyeurs. Et ça évite la propagation des maladies. D'accord, chacun a son rôle. Voilà, exactement. Et pour l'instant, ici, on a vautour fauve qui revient l'été, pas encore l'hiver. On commence à avoir quelques apparitions. Vautour moine. Ils sont revenus il y a 4-5 ans à peu près. Et il y a 4-5 ans, je les voyais assez souvent sur le Mont Charvin. Là, ça fait 1 ou 2 ans, on les voit un peu moins souvent. Donc peut-être qu'ils ont trouvé d'autres lieux de dortoir privilégiés, je ne sais pas. Gilbert, c'est bon à savoir ça. Après cette journée au Mont Charvin, nous sommes rentrés un peu bredouille en images d'oiseaux charognards. Alors, quelques jours plus tard, nous sommes repartis, mais ce coup-ci en quad, dans une montée un peu périlleuse en direction du massif du Grand Coin. Et là, à une heure stratégique, où les thermiques sont au zénith, nous avons pu observer des dizaines et des dizaines de vautours fauves tournoyer dans le ciel.
À Saint-Pierre-de-Belleville, dans la vallée de la Maurienne, un petit groupe d'habitants du canton d'Aiguebelle s'est formé autour d'une volonté commune, redonner un sens à notre consommation. La MAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Ludivine Roman, intervenante pour l'association d'animation du canton d'Aiguebelle, nous explique leur implication. Alors en fait, le rôle de l'ACA, ça a été d'aider en fait le petit groupe de personnes qui avaient envie de mettre en place cette AMAP. Donc au démarrage, ça a été de la recherche d'informations, puisqu'en fait, on ne savait pas ce que c'était vraiment qu'une AMAP, on en avait déjà entendu parler, il n'y en avait pas en Savoie encore. Donc on est allé avec ce petit groupe d'habitants voir en Isère comment ça se passait, là où il y avait plus de structures comme celle-ci. Et on a rencontré donc Alliance, qui est une association qui fédère les AMAP et qui nous a beaucoup aidés au démarrage pour nous conseiller, éviter les écueils et arriver en fait à reproduire sur notre territoire ce type de structure et de fonctionnement. Donc en Savoie à l'heure actuelle il y a 7 AMAP et Alliance édite une charte. Donc les producteurs qui nous livrent chaque semaine doivent respecter cette charte. Alors je ne connais pas les points en détail de la charte, mais effectivement les animaux doivent être traités avec des méthodes saines. Donc on oublie tout ce qui est antibiotiques, on est plutôt sur de l'aromathérapie, de la phytothérapie. Leur alimentation est bio dans la grande majorité. Il me semble qu'il y a un pourcentage. Enfin, voilà, on a une charte qui nous régit et les producteurs s'engagent à la respecter, quoi. Et donc nous, on est on est certains d'avoir des produits de qualité. Ça va montrer ? Eh ben. Allez, on y va. À bientôt les copains. Alors les distributions de paniers a l'avantage de... En début de saison, on fait notre planning de production pour les AMAP en fait, et pour les paniers. Enfin, donc ça c'est mon système à moi. Donc ça me permet de travailler l'hiver pour la préparation de l'année. Et après j'ai plus la question de savoir à chercher les clients, à faire des marchés, passer beaucoup de temps en commercialisation. Et donc ça me permet de faire à peu près les 3/4 ou 85% des ventes dans des paniers. Donc tout est déjà prévu sur la saison. Et même hebdomadairement, on sait que tel et tel jour, les jours de récolte, c'est très programmé entre guillemets et régulier. Donc, et après le surplus de production, quand on a des légumes qui sont en trop, qu'on ne peut pas tout donner dans les paniers, j'arrive à les vendre soit à la Biocoop, soit dans un réseau très, très proche. Alors moi je fais 100% de mes semis, j'achète aucun plant pour l'instant, je vais essayer de continuer et j'achète aucun légume à l'extérieur. Donc effectivement tous mes légumes ont été depuis la graine en fait faits chez moi. Alors dans notre AMAP, hormis le panier de légumes, il y a 3 formats de panier. Il y a un petit panier à 8 €, un panier moyen à 12 € et un grand panier à 20 €. Donc ça, chaque personne décide de la grosseur du panier en fonction de sa famille. Donc ça, en fait, on n'a pas, hormis la taille du panier, on n'a pas le choix de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais pour tous les autres produits, en fait, on choisit ce dont on a besoin en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans la famille. Donc le pain, le fromage, la viande. Alors qu'est-ce que vous en pensez de ce panier, madame ? Oui, j'aime beaucoup à cause des couleurs, tiens. Bien sûr, pour commencer. Ça fait combien de temps que je fais la MAP ? Oui. Je sais plus parce que au début, je faisais dès le début. Et puis, ça, la chose à laquelle il faut s'entraîner, c'est qu'ensuite, quand on rentre chez soi le soir, il faut le cuisiner tout de suite. Et donc, épluchage et tout ça, on perd l'habitude. Hein. Mais si, il est joli comme panier. Hein. Qu'est-ce que vous avez dedans ? Vous pouvez nous le dire ? Alors, des betteraves rouges, autant que je vois, des carottes, des... Comment ça s'appelle ? Poivrons. Et puis alors, de la salade et... Ça, alors là, je ne sais pas dire, de l'oseille ou l'équivalent. Hein. Et une jolie... comment ça s'appelle ? Par contre, vous n'avez pas pris de pain ? Ah non, moi, je prends de la brioche. Vous êtes gourmande ? Ça vous plaît, ce système ?
Oh, très bien, ça me va très bien. On se rencontre avec des gens toutes les semaines d'abord. Et puis, ça m'a obligé à me souvenir que tout n'était pas donné tout le temps au même endroit. Hein. Qu'il faut le faire venir et puis s'en occuper. Vous faites pas de jardin? Si, mais aléatoirement. Il ne fallait quand même pas me faire une contrainte de productrice. Hein, je suis vieille quand même. Donc je m'occupe de prendre ce qui me plaît là-dedans et puis après dans le jardin ce qui se trouve. Puis voilà. Très bien. Alors bon appétit. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt dans un prochain 1, 2, 3 Maurienne.